Bonjour à tous, Mathias Mouflet, analyste pour XTB. On a eu une semaine extrêmement chargée au niveau des matières premières cette semaine, alors on va aller voir ça ensemble maintenant. Alors cette semaine, qu'est-ce qu'on a au menu du jour? On a le pétrole, le gaz naturel, le cacao et l'argent. C'est parti! Alors le pétrole, bien sûr, on a tous les regards qui sont tournés vers l'Iran avec des menaces tarifaires de la part de Donald Trump qui menace d'imposer des droits de douane supplémentaires aux pays commerçants avec l'Iran. Et comme vous le savez, il y a des manifestations antigouvernementales là-bas et Donald Trump n'exclut pas une intervention militaire américaine pour protéger les civils. On parle déjà de centaines, voire de milliers de morts en Iran. Au niveau de la production et des exportations, l'Iran produit plus de 3 millions de barils par jour, qui sont principalement exportés vers la Chine. On a aussi une instabilité au Venezuela après l'intervention américaine. La répression contre la population se poursuit, avec des sanctions contre les citoyens qui critiquent le régime soutenant l'éviction de Maduro. Au niveau de l'OPEP+, on a le maintien des niveaux de production au premier trimestre 2026 avec un marché qui est prévu comme relativement à l'équilibre d'ici la fin 2026. Et l'AIE anticipe un excédent d'offres de 3,8 millions de barils par jour, tandis que l'EIA table sur 2. Alors, qu'est-ce qu'on voit sur ce graphique? On voit les positions spéculatives des investisseurs. Et donc, on voit que malgré la hausse récente des prix, on est passé de 60 à 64 à peu près dollars sur le Brent, notamment avec l'augmentation des tensions au Moyen-Orient. Et bien en fait, il n'y a pas vraiment d'achat particulier qui se font sur les marchés, en tout cas pas de positions spéculatives qui vont plutôt longues. C'est ce qu'on voit ici, hein. Donc on voit en rouge les positions nettes. Les positions nettes, c'est les positions longues moins les positions courtes. Et on le voit aussi ici avec les positions longues en vert et les positions courtes en rouge. Et donc on ne voit pas particulièrement de hausse des positions longues, et on voit plutôt même une petite hausse des positions courtes. Donc pour l'instant, le marché n'a pas l'air de particulièrement croire à une hausse significative des prix, mais à voir ce qu'il pourrait se passer dans le futur. Maintenant, au niveau du gaz naturel, on a une météo qui est douce. On a une correction des prix, donc le gaz naturel a baissé environ 3,20 dollars par MMBTU, en raison d'une demande modérée fin décembre, début janvier. La production américaine a atteint 114 milliards de pieds cubes, c'est une hausse de 9% sur un an, et la demande, elle, est faible, elle s'élève à 101 milliards de pieds cubes, elle est en baisse de 6% sur un an. C'est ce qu'on voit sur ce graphique. Donc vous voyez qu'on a une production de gaz très très forte, vu qu'ici on voit le plus haut de 5 ans, le plus bas de 5 ans et la moyenne à 5 ans, et donc on voit qu'on a une production qui est largement supérieure au plus haut de 5 ans, alors que la demande, elle ici, la consommation, elle est inférieure à la moyenne à 5 ans. Au niveau des perspectives météorologiques, on a le retour de températures plus basses qui pourrait accélérer la réduction des stocks, notamment dans les États américains les plus froids, avec des températures qui devraient rester majoritairement inférieures aux normales saisonnières entre le 22 et le 28 janvier. Par contre, en Europe, on a des températures un petit peu plus douces. Au niveau du stock, l'EIA a enregistré une baisse des stocks bien inférieure aux attentes, et ce, malgré une demande limitée. Au niveau des inventaires comparatifs, donc c'est ce qu'on voit ici. Donc les inventaires comparatifs, c'est ce que vous voyez avec la courbe verte ici, c'est quels sont les stocks par rapport à il y a 1 et 5 ans. Donc est-ce que les stocks sont, vu que l'échelle est inversée, si les stocks sont plus forts, alors la courbe verte sera basse, et si les stocks sont plus faibles, la courbe verte sera haute. Et donc ce qu'on voit, c'est que les inventaires comparatifs sont en ligne avec les inventaires d'il y a 1 et 5 ans, ils sont même légèrement plus élevés. Donc ça pourrait indiquer que les prix ont subi une baisse peut-être légèrement excessive, et si les inventaires continuent de diminuer, il pourrait exister une possibilité de reprise des prix. On va maintenant parler du cacao, qui est un gros sujet. Comme vous le savez, le cacao a eu une chute des prix assez importante. On a eu une liquidation des positions longues par les spéculateurs,
et on a une couverture des exportateurs qui était à des niveaux élevés, hein, donc le cacao qui était à 12-13 000 dollars et qui maintenant qui est à peine à 5 000, même si ça reste un niveau assez élevé dans toute l'histoire du cacao, mais par rapport à ce qu'on a pu observer, c'est vraiment une grosse chute. Et pourtant, on a eu un cacao qui a été soutenu par l'anticipation d'achat via les ETF, avec notamment Citi qui estime des entrées potentielles à 2 milliards de dollars, mais ces prévisions semblent avoir été surestimées et trop étalées dans le temps. Au niveau de la météo, les vents de l'harmattan affectent actuellement les cultures dans l'ouest de la Côte d'Ivoire, donc le premier producteur mondial de cacao. Mais le groupe TGI prévoit des récoltes très bonnes en février et en mars grâce à des conditions globalement plus clémentes. Évidemment, si la production et les récoltes sont bonnes, c'est plutôt un facteur négatif pour les prix. Au niveau de la demande, on aura des données clés sur la transformation du cacao qui ont été publiées donc hier et aujourd'hui et qui permettent d'évaluer l'impact de la destruction potentielle de la demande. Donc on a des chiffres qui étaient plutôt en ligne si je me souviens bien. Au niveau des positions spéculatives sur le cacao, elles ont augmenté ces derniers mois, mais les positions courtes ont connu une croissance beaucoup plus rapide. Donc on a des positions longues qui ont augmenté, mais les positions courtes sont montées beaucoup plus vite, c'est ce qu'on voit ici. Donc on a quand même des positions nettes qui sont en forte baisse, avec un cacao qui pourrait être un peu survendu actuellement, en particulier sur le marché londonien. On va finir avec l'argent que j'ai appelé toujours plus haut, toujours plus loin. Alors c'était une formule que j'avais déjà utilisée pour l'or à l'époque, mais maintenant c'est au tour de l'argent de casser un petit peu tous ces records encore et encore et encore. On a notamment la prime de Shanghai. Donc la prime de l'argent sur la bourse de Shanghai par rapport au COMEX augmente fortement, c'est ce qu'on voit sur ce graphique. Alors qu'est-ce que c'est que cette prime? C'est la différence de prix entre la bourse de Shanghai et le COMEX. Donc sur la bourse de Shanghai, le prix de l'argent est toujours un petit peu plus élevé que sur le COMEX. Pourquoi? Eh bien parce qu'il y a une demande physique d'argent qui est très forte en Chine, notamment parce qu'ils en ont besoin pour les panneaux photovoltaïques. Et donc on considère qu'une prime supérieure à 5 $ protège un petit peu les prix contre les baisses les plus marquées, car cela signifie que la demande physique en Chine notamment continue d'absorber les ventes, alors qu'une baisse de cette prime indiquerait un recul de la demande physique à court terme. Pour l'instant, cette prime de Shanghai, elle est à 9 $, elle est extrêmement élevée, donc c'est possible que ça puisse faire un petit peu de tampon sur les prix, s'il devait y avoir une baisse. Au niveau de l'indépendance de la Fed, on a la crédibilité de la Fed qui est encore une fois remise en question et qui expose le dollar américain à des risques, et donc l'or et aussi l'argent. Donc évidemment quand le dollar a des risques, c'est plutôt bénéfique pour l'or, et donc par extension c'est plutôt bénéfique pour l'argent. Donc une enquête du ministre de la Justice vise le témoignage de Jérôme Powell concernant la rénovation des locaux de la Fed, qui est perçue comme un prétexte, toute cette enquête est perçue comme un prétexte pour influer sur la politique de baisse des taux de la Fed. Au niveau du ratio or sur argent, qui est un ratio que j'affectionne particulièrement, il s'est absolument effondré, il est descendu à 54, vous saviez qu'il avait dépassé les 100, donc il s'est effondré à 54, et surtout, pas parce que l'or a particulièrement baissé, mais c'est surtout parce que l'argent a explosé à la hausse. Il est désormais proche de sa moyenne historique, de sa moyenne à long terme, et si l'argent continuait sa période haussière, son cycle haussier, il pourrait baisser à 40 ce ratio, ce qui, avec un or à 4600 $ comme il l'est au moment où je vous parle, pourrait propulser l'argent à 115 $ l'once.
Voilà, c'est tout pour moi, j'espère que vous avez appris des choses. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Et n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. On se retrouve la semaine prochaine. C'était Mathis Mouflet pour XTB.